en toute petite principauté et seigneurie basée sur le droit féodal, comme l'a évoqué Philippe. Alors, nous allons commencer par un autre monnayage, car pour comprendre le monnayage d'Anduze, il faut parler d'une autre seigneurie qui est relativement connue, qui est la seigneurie de Roquefeuille. Donc vous avez ici un rocafolians, c'est le nom de la monnaie qu'on lui donnait. On lui donnait aussi le nom de Raymondin. Alors pourquoi Raymondin? Tout simplement parce que vous avez un R ici, sur cette monnaie, et que le R était aussi l'initiale de toutes les monnaies des comtes de Languedoc depuis Raymond IV. Donc Raymond IV, Raymond V, 6 et 7. D'ailleurs, les monnaies en général, pour cette période-là, sont datées sur un siècle. Et seule l'analyse des poids et du titre permet de les réattribuer quand on a ces analyses et ces poids. Donc le monnayage de Roquefeuille est un monnayage avec rocafolians au droit et au revers une légende, Lex Prima M. Alors cette légende a posé beaucoup de problèmes parce qu'on ne savait pas à quoi elle correspondait. On a longtemps pensé que c'était une référence à la famille de Roquefeuille et que ça aurait été tout simplement la devise de la famille. Aujourd'hui, on pense plutôt que c'est pour indiquer que c'était une monnaie de bon argent. Donc cette monnaie apparaît relativement tardivement. On sait qu'elle est attribuée à Raymond d'Anduze, plus connu sous le nom de Raymond de Roquefeuille, qui est le fils de Bertrand d'Anduze. Voilà, ça y est, on va faire de la généalogie familiale de la famille d'Anduze, et elle est très complexe. Et ce fameux Bertrand d'Anduze n'était autre que le frère de Bernard II d'Anduze, seigneur d'Anduze de 1145 à 1164. Donc, monnaie très intéressante, car elle présente, et c'est là où je voudrais attirer votre attention, sur le revers. Donc, le revers présente une croix dite ancrée aux extrémités globulées. Donc toutes les monnaies de cette période sont des monnaies qui pèsent en 1 gramme maximum, mais plutôt entre 0,70 g et 0,90 g. Comme tout à l'heure l'a dit Philippe, un diamètre de 16 mm à 18 mm, et une teneur en argent qui tourne aux alentours de 250 millièmes, c'est 25%, un quart. C'est-à-dire vous avez un quart d'argent et le reste c'est du cuivre ou autre chose. Donc des monnaies d'alliage. On dirait tout simplement aujourd'hui, on parle de monnaie d'argent, mais il faudrait plutôt évoquer le terme de monnaie de pilon. Donc, pour le monnayage de Roquefeuille, et vous allez voir pourquoi nous commençons par celui-ci, nous avons donc deux types de données, si on peut passer à la suivante. Donc, un deuxième type légèrement différent, avec des variations dans la représentation de la lettre. Vous aurez remarqué que la lettre est entre deux globules. La suivante, beaucoup plus rare. Alors, pour vous donner un exemple, ces monnaies-là pèsent en gros 0,80 g. Jusqu'à une vingtaine d'années, on connaissait 4 exemplaires connus pour le monnayage de Roquefeuille. Et on ne connaissait qu'une obole. D'accord? Et là, vous avez une obole. L'obole pèse 0,40 g. Elle présente les mêmes stigmates ou caractéristiques que le denier. Et le diamètre, lui, par contre, est de 14 mm. Alors, pourquoi ces monnaies de Roquefeuille? Tout simplement parce que le premier problème que nous avons depuis le début de l'histoire, c'est de savoir où ont été frappées les monnaies d'Anduze. Pendant très longtemps, on a cru que l'atelier monétaire des monnaies d'Anduze et de Sauve était à Anduze. Les gens qui habitent Sauve veulent croire que l'atelier pourrait être à Sauve, ou a pu être aussi placé à Sauve à un moment donné. Car, nous allons le voir tout de suite après, sur les monnaies, voilà la première représentation. Vous avez ici une représentation photographique d'un ouvrage extrêmement rare qui est le premier ouvrage de numismatique consacré aux monnaies féodales. Vous savez que le premier traité de numismatique française, c'est Leblanc en 1682, donc qui racontait l'histoire des monnaies royales. Là, ici, nous avons le Tobiensen Tupi, qui est un ouvrage posthume paru en 1790, donc au début de la Révolution, et qui reprend pour la première fois l'étude du monnayage des barons. Et vous avez donc à la planche 108 la représentation, les 3 représentations des monnaies d'Anduze. Donc nous allons les voir dans le détail et nous les étudierons ensuite. Donc cette monnaie qui est le numéro 1, avec une légende, donc une croisette initiale, une légende D Anduzia avec un B en cœur, double grandie, séparatif. Au revers,
une croisette qui marque le début de la légende, hein, ça c'est très important, on le reverra tout à l'heure, et une légende coupée par une croix très particulière, donc qui est une croix cercelée ou mêlée, et non pas mêlée comme la plupart des ouvrages l'ont reprise ensuite. Erreur colportée et copiée. Et avec la légende des salvés. Donc d'un côté Anduze, de l'autre côté Sauve. À ce premier type se substitue ensuite un deuxième type, donc que vous avez ici, avec deux variantes, donc la croisette initiale, la légende andouzienne 6, avec un B et 4 globules, ce B étant cantonné de 4 globules, toujours entre un grenty perlé, et au revers, une nouvelle légende, avec cette fois-ci une croix ancrée, et vous avez comme légende Salvienne 6. Le troisième type étant normalement, alors il est un petit peu grand par rapport à la normale, mais étant le type de l'obole. C'est-à-dire que nous avons au total 3 types pour le moniage d'Anduze, un avec une croix très particulière dite cercelée, on reviendra dessus tout à l'heure, et 2 types comprenant denier et obole d'un second type avec une croix ancrée. Et alors, regardez bien, parce qu'on va avoir l'occasion d'en reparler aussi, ce tout petit symbole, une sorte de petit besan ovoïde. Donc nous aurons à le réévoquer ensuite. On peut passer là. Alors, ici, donc, nous sommes en 1790 pour le Tobiensen Duby, qui est le premier ouvrage réellement important sur les monnaies féodales, traité des monnaies des barons, qui n'a jamais d'ailleurs été republié depuis. Deuxième ouvrage très important, donc la numismatique française va découvrir sa numismatique féodale au moment où la royauté disparaît. Vous avez d'abord la création de la revue numismatique en 1836, puis ensuite, à partir des années 1840, publication de nombreux ouvrages sur les monnaies féodales. Vous avez d'abord le Combrousse en 1838, puis surtout l'ouvrage de Boët Faustin d'Avant en 1858-62. Et là, vous avez donc les dessins sortis des planches. Nous sommes à l'époque où la photographie n'existe pas encore, donc c'est automatiquement les dessins. Et les dessins de toutes ces monnaies vont être l'œuvre d'un génial graveur sur bois qui s'appelle Dardel, et qui a gravé aussi bien des monnaies royales, féodales, romaines, gauloises, et qui reste en quelque sorte une sorte de mémorialiste de la numismatique française. Donc ici nous retrouvons notre premier type, légende des Andouziaques, que nous avons déjà rencontré, et de l'autre côté des Salvis, avec notre croix. Et vous regardez bien entre 1700, on peut revenir sur la précédente. Voilà, présentée de la même façon, la croisette, et la croix est présentée droite. D'où peut venir cette croix cercelée? C'est le seul cas en numismatique. Anduze est le seul monnayage dans la numismatique française à avoir une croix cercelée. Alors pourquoi cette croix cercelée et d'où vient-elle? Alors on a beaucoup glosé sur cette croix. On a parlé d'une forme. Vous savez qu'il faut revenir aux croisades. Première croisade, 1099, fondation de l'ordre du Temple, 1118. Et fondé par le comte de Champagne, Louis Thibault et Hugues de Pin, et ils ont ramené, soi-disant, la fameuse croix que nous retrouvons dans la croix champenoise, dite du tau. Et la croix cercelée ne serait ni plus ni moins que 2 T de tau imparfait croisés, ce qui serait un rappel que un membre de la famille, soit de Sceaux, soit d'Anduze, a participé peut-être participé à cette première croisade. Or, cette hypothèse a été depuis longtemps abandonnée. Aujourd'hui, la croix cercelée serait tout simplement d'inspiration aragonaise. Il faut penser tout simplement qu'au XIIe siècle, la région, le Languedoc, c'est aussi pratiquement les portes de la Catalogne et de l'Espagne, et que les liens sont très nombreux, en particulier entre la famille de Provence, Raymond Béranger, et la famille comtale de Catalogne. Si bien que nous avons, en fin de compte, des liens économiques, et que l'emprunt de la croix viendrait tout simplement de là. Donc là, c'est malheureusement un sujet que je n'ai pas pu approfondir, parce que je n'avais pas ni le temps matériel, ni les moyens d'avoir accès aux ouvrages espagnols, mais c'est une des pistes à envisager, beaucoup plus sérieuse que celle des croisades. Mais nous aurons à reparler des croisades, car les croisades jouent un rôle très important, non seulement dans l'histoire du comté de Toulouse. Je vous rappelle que Alphonse Jourdain s'appelle Jourdain parce qu'il s'est noyé dans le Jourdain en 1148, et que de nombreux seigneurs